Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la mise en mouvement du management et de la mise en mouvement des collaborateurs et des employés. Lorsque nous démarrons l'accompagnement d'une entreprise dans un programme de transformation, on commence toujours par un parcours de coaching du dirigeant dans lequel on regarde les bases, les fondamentaux, comme par exemple les principes sources, qui est la personne source, comme par exemple la raison d'être tripale du changement, comme par exemple la question des croyances collectives implicites qui seraient limitantes par rapport au programme de transformation. Et puis nous lui présentons un modèle, la carte générale d'une transformation profonde de son entreprise, aussi territoire. Une fois que le dirigeant a pu digérer l'ensemble de ces aspects, l'ensemble de ces facteurs clés de succès, l'ensemble de ces bases pour lancer un programme de transformation, se pose la question du prochain pas pour embarquer l'ensemble du management de l'entreprise. Comment mettre en mouvement le management dans cette transformation, parce que dès qu'on parle de holacratie, dès qu'on parle de management constitutionnel, le moteur en fait est une nouvelle forme de management, une nouvelle forme de pouvoir, un nouvel exercice, une nouvelle façon d'exercer le pouvoir. Donc il est normal, comme c'est d'abord et avant tout un outil de management, il est normal de commencer par les managers, surtout que on pourra définir raisonnablement le self-management qu'une fois qu'on a pu définir sérieusement ce que c'est que le management, ce nouveau management. Pour cette étape qui consiste à embarquer le management, il faut tout d'abord savoir que ça prend du temps. Concrètement, la façon dont on aime bien le faire, il y a plein de façons de le faire bien sûr, dont on aime bien le faire, c'est de se laisser un peu de délai parce qu'il y a une grande densité. Et ce qu'on préfère, c'est souvent le format où on enchaîne quelques demi-journées, souvent 8 demi-journées. Donc ça laisse au management le temps de digérer, étape après étape, tout ce qu'on a besoin de voir avec lui. Le premier objectif de cette étape pour embarquer le management, de cette mise en mouvement du management, ça va être de leur faire vivre à tous ces managers, leur faire vivre par l'expérience cette nouvelle forme de management et de pouvoir, et c'est difficile, parce qu'il y a un changement radical de la façon de penser, il y a un changement radical de la façon de voir, et déjà de prendre conscience de ce que c'est que le pouvoir dans une entreprise. Et le pouvoir dans une entreprise, on a fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas y revenir, le pouvoir sur l'entreprise, il est rarement explicite, il est souvent implicite, et dans l'implicite, c'est un pouvoir sûr. Si je suis patron de la recherche et développement, ça veut dire que j'ai le pouvoir sur la fonction recherche et développement, et ça veut dire aussi que j'ai le pouvoir sur l'équipe, puisque quand je parle de mon équipe, j'utilise bien le possessif, mon équipe. Voilà, et tout ça est assez implicite, pas vraiment défini. Donc le gros changement en termes de management, c'est d'abord cette relation au pouvoir. On passe d'un pouvoir sûr, un pouvoir qui est attaché à des personnes, à des titres, sûr, à une notion d'intermédiation du pouvoir, portée cette fois à partir d'autorités qui sont confiées à des rôles, et les personnes héritent de ces autorités à partir du moment où elles sont affectées à ce rôle. Donc c'est un changement de paradigme énorme, c'est un changement de représentation d'une notion de pouvoir qui est colossale. Et il faut du temps pour digérer ça. Donc on attaque tout de suite. Dans ce premier objectif, on veut faire en sorte que les gens comprennent bien par l'expérimentation ce que c'est que ce nouveau pouvoir, cette nouvelle forme de pouvoir. Le deuxième objectif est probablement le plus important, c'est de créer cet espace dans lequel les managers vont se sentir suffisamment à l'aise et confortables pour poser leurs objections, poser toutes les questions, challenger le système, exprimer leur scepticisme, qui est tout à fait légitime. Tout à fait légitime parce qu'ils ont entendu parler de choses, on parle souvent dans la presse d'éradiquer le management. Or, ils savent bien, ils sont les premiers à savoir, non pas parce qu'ils ont peur de lâcher le pouvoir, comme la plupart des gens projettent sur eux. En général, ceux qui projettent ça sur les managers ne sont pas des managers. Non, pas pour ça. C'est juste pour qu'ils vérifient que ce qu'on leur propose est un outil qui leur permettra au moins aussi bien et sûrement mieux de traiter tous les besoins organisationnels qui sont les seuls à sentir. Ils savent très bien qu'ils ont de la valeur, beaucoup de valeur ajoutée. Ils savent très bien qu'il y a plein de sujets que eux seuls arrivent à percevoir et à traiter que les collaborateurs ne traitent pas. Et donc leur questionnement, évidemment, c'est « Ok, on change d'outil, pourquoi pas, mais pour du mieux, pas pour du moins bien. » Et donc ils vont poser tout un tas de questions, de cas concrets auxquels on va répondre durant ces 8 demi-journées d'accompagnement du management. Et ça, c'est le plus important. Parce que finalement, c'est ça qui, dans la façon dont en tout cas je le fais, c'est ça qui apporte les éléments pédagogiques. J'utilise toutes ces objections, tous ces contenus, toutes ces questions pour expliquer comment le système va répondre. Finalement, c'est ça le jeu. C'est pas ce qui est annoncé au départ. Ce qui est annoncé au départ, c'est l'expérimentation de ce nouveau système de management. Dans la réalité, la pédagogie, elle est évidemment basée là-dessus, mais elle est surtout basée sur l'ensemble des interactions avec les managers, sur la base de cas concrets. Et nous, notre job, c'est de traduire, comprendre les cas concrets, ce qui est assez facile, parce qu'en
ce qui me concerne, j'ai managé pendant plus de 20 ans, et de les traduire. Et de montrer par cette traduction en holacratie que non seulement ils vont pouvoir, avec ce nouvel outil, répondre aux besoins organisationnels qui sont les seuls à avoir perçus, et en même temps de commencer à leur faire sentir et toucher du doigt le fait que cet nouvel outil va les soulager, va leur simplifier le travail. Voilà, ça c'est le gros objectif de cette mise en mouvement du management, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, ou en tout cas ce qu'on va vérifier, c'est si tous les managers sont OK pour travailler avec ce nouveau système de management. Et on ne va pas le faire à la majorité, on va le faire à l'unanimité. Bien sûr, dans cet espace de mise en mouvement, il y a d'autres objectifs, comme par exemple le fait qu'ils comprennent, mettent des mots, participent d'ailleurs à la définition de ce qui est attendu d'un management, qui est proposition de valeur du manager. C'est probablement la première fois par expérience que les managers vont pouvoir définir ce que c'est que le management. Ce management est rarement défini dans la plupart des entreprises. Et puis aussi, c'est l'espace dont on va profiter pour qu'ils s'approprient et qu'ils challengent la raison d'être profonde du changement telle qu'elle aura été présentée au cours de cette mise en mouvement par la personne source. On profitera de cette session particulière sur l'appropriation de la raison d'être du changement pour creuser, s'il y a besoin, il y a souvent besoin, creuser cette notion de ressenti et cette notion de résistance au changement dont on parle très souvent, et de leur donner des outils pour pouvoir gérer dans la durée cette notion de ressenti, comment accueillir les ressentis et les transformer en action. Exprimer le ressenti, revenir au tripale, c'est pour ça qu'on a besoin de la raison d'être tripale du changement, pour ensuite que tout le monde rebondisse vers la mise en mouvement, l'action, l'intelligence collective pour avancer. Et enfin, le dernier objectif, c'est leur permettre de créer un espace pour qu'ils puissent tous se projeter dans le processus du changement, dans cette transformation, dans la feuille de route de cette transformation, qu'ils la sentent, qu'ils aient suffisamment d'éléments, de points de repère, qu'ils la sentent possible et qu'ils en aient envie. Alors à qui s'adresse ce parcours de mise en mouvement? Tous les managers. Tous les managers au sens le plus large possible. Toutes ces personnes qui ne sont pas directement les collaborateurs, qui sont des gens qui en ont un peu plus sur les épaules, qui managent les équipes, voire non, mais qui sont là depuis longtemps, qui ont un niveau de responsabilité important dans l'entreprise par rapport aux autres, qui ont un niveau d'engagement important, de prise de la responsabilité surtout sur un tas de sujets variés dans l'entreprise. Comment s'organise cette mise en mouvement du management sur ces 8 sessions? Je ne vais pas rentrer dans une description exhaustive, il y a un contenu là-dessus à travers une tribune qui a été publiée je crois dans Forbes. Je vais juste vous en donner le goût. On commence par les basiques, on commence par les fondamentaux. On commence par ces nouveaux modèles mentaux. Et évidemment, on va commencer par expérimenter, leur faire expérimenter la notion de rôle. Et la notion de rôle, c'est une entité assez complexe, c'est un nouveau concept. Et donc c'est pour ça qu'on passe par l'expérimentation, sinon il passerait complètement à côté. Et surtout sur la notion de qu'on appelle la redevabilité, c'est-à-dire l'offre de service et de création de valeur. Si quelqu'un travaille dans un rôle, eh bien c'est pour créer de la valeur. Donc tout est regardé et analysé à travers ce processus de création de valeur, pour aller vers une culture de création de valeur qui est directement connectée avec la notion de manifester la raison d'être, du rôle du cercle de l'entreprise, et non pas vers une structure, vers une culture bureaucratique de description de ce que les gens font, ce dont on n'a strictement rien à faire, parce que sans soi, c'est pas création de valeur. Ça crée de la bureaucratie, ça crée du gâchis, mais ça crée pas de la valeur. Donc ça, c'est la première session, qu'on fasse les gammes, et qu'ils expérimentent, alors on a plein de façons de faire, mais qu'ils expérimentent la notion de création de valeur à partir d'eux-mêmes de leur expérience. On leur demande mais quelles sont les principales activités que vous faites dans l'entreprise. Choisis une des activités principales que tu réalises dans cette entreprise et dis-nous en quelle valeur elle crée. Évidemment, en partant du principe que si tu la fais, elle crée de la valeur, sinon tu ne la ferais pas. Donc quelle valeur elle crée? On s'intéresse à regarder sous l'angle de la perspective, avec la paire de lunettes, qu'est-ce que ça crée comme valeur, pas qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que ça crée comme valeur? Et du coup, la question d'après, c'est cette valeur que tu crées, à qui elle profite? Parce que si elle profitait à personne, il n'y aurait pas de valeur créée. Donc à qui ça profite? C'est indissociable. On ne peut pas définir que je crée de la valeur sans m'intéresser à celui à qui elle profite, ce qu'on appelle un client. Client interne ou client externe. Toutes les personnes, même les collègues qui profitent de cette valeur, c'est un client. Je fais très court pour vous donner le goût. En fait, c'est là on creuse une nouvelle façon de voir l'organisation, une nouvelle façon de voir l'entreprise, non pas en tant qu'individu d'équipe qui font des choses, mais en tant que rôle, cercle, qui crée de la valeur pour d'autres. Et permettant d'avoir le modèle mental dont on a absolument besoin pour la suite, qui est de dire une entreprise, c'est juste un écosystème. Un écosystème avec plein de petites entreprises. Autant de rôles, autant de petites entreprises qui constituent un écosystème. Certains rôles sont regroupés en rôles plus grands, qu'on appelle des cercles, mais que finalement on est une holarchie, un écosystème vivant, tout occupé, centré sur la création de valeur à tous les étages. Et c'est parce qu'on a une culture avec un écosystème où chacun à son étage est centré sur la création de valeur que l'ensemble
le holon de plus grand niveau va pouvoir créer de la valeur et ainsi manifester davantage la raison d'être, le potentiel créateur de valeur le plus profond, le plus puissant que cette entreprise est à même d'apporter à son écosystème à elle. Une fois qu'on a posé ces bases, qu'ils ont expérimenté ces bases et eu un peu de temps de digestion, un peu d'espace pour digérer ces nouveaux concepts, on va leur faire sentir la différenciation entre les personnes et les rôles. Et pour ça, on va commencer à structurer, à définir la structure. On va commencer à les initier au design organisationnel, qui est une nouvelle matière pour la plupart des managers, où ils vont apprendre à designer les rôles. Et pour ça, on va commencer par prendre chacune des équipes, rendre compte de chaque équipe, de chaque département, ça dépend, il y a des vocabulaires différents selon les entreprises, de chaque business line, de chaque filiale. Pour chacune de ces entités, on va définir sous l'angle de la création de valeur. Et le plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser un outil qui n'a rien à voir avec l'holacratie, qui est le Business Model Canva. On va appliquer cet outil de Business Model Canva en 9 cases à chacune des entités qui composent l'entreprise. Je vous rappelle que l'entreprise est vue maintenant comme un écosystème. Et donc, effectivement, il va y avoir l'entreprise production, il va y avoir l'entreprise logistique, il va y avoir l'entreprise finance, il va y avoir l'entreprise marketing, il va y avoir l'entreprise commerce, il va y avoir l'entreprise RH, il va y avoir l'entreprise informatique, etc. Chacune de ces entreprises, de ces mini-entreprises au sein de l'écosystème, va être vue non pas sous l'angle des personnes qui y sont, des équipes qui y sont, mais vu sous l'angle de la création de valeur qu'ils apportent à leurs clients et à leur segment de clients, qui des clients peuvent être externes ou internes. Et donc, on utilise le Business Model Canva. Ça ancre davantage la notion de culture de création de valeur et on en a besoin. Parce que tant qu'on n'a pas fait le Business Model Canva de chacune de ces entités, on est dans l'incapacité de décrire le cercle général de l'entreprise dont on a parlé dans une vidéo précédente de l'encodage, la deuxième de la série sur l'encodage, ou deuxième vidéo. On a absolument besoin de ce Business Model Canva pour pouvoir encoder. Donc là, on ne fait pas pour l'encodage sera plus tard. Là, pour l'instant, on est juste en mise en mouvement, mais c'est important que les managers comprennent bien ça. Et je me rends compte que c'est hyper pédagogique parce qu'il y a un effet waouh. Les managers comprennent vraiment le sens, et ce regard création de valeur. Et cette fois outillé, c'est pas de la poésie, c'est pas de la littérature, c'est pas abstrait, c'est très très concret, puisqu'ils vont passer à l'acte et vont créer leur propre business model Canva. Cette étape-là, elle est clé et décisive pour la suite. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Après cette session sur le business model Canva, donc, on a pu aussi injecter dans un logiciel Glassrock ou Spirit une première structure du cercle général, et on a besoin de cette première structure du cercle général avec la définition de ces cercles, donc ces rôles, pour pouvoir faire ensuite la réunion de triage, pratiquer une réunion de triage, pratiquer l'art du triage et pratiquer aussi l'art de créer de la valeur à travers la réunion de gouvernance. Avant d'aller vers l'art du triage, on a besoin aussi de leur faire expérimenter un nouveau concept qui s'appelle la tension et la tension dynamique. Et donc là, de manière très concrète, on définit théoriquement ce que c'est qu'une tension, l'écart entre une situation qui est et puis un potentiel qu'elles aspirent dans l'exercice de l'une de leurs activités. À partir de là, souvent les gens viennent avec des problèmes, on leur explique par l'expérimentation, la différence entre un problème et une tension, etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a déjà des vidéos sur la notion de tension dynamique. Donc on passe un temps significatif sur la notion de tension dynamique. C'est important qu'ils la comprennent. Et puis ensuite, on est mûr, on a les éléments, on a le logiciel avec l'encodage de la structure du cercle général. Et donc on est en capacité maintenant de leur faire découvrir cet outil magnifique ou ce potentiel magnifique qui est l'art du triage, c'est-à-dire la capacité de tout à chacun avec cet outil de pouvoir, quelle que soit la situation dans laquelle il est, pouvoir se mettre en mouvement, poser un pas. Donc c'est le début de l'outillage de l'autonomie, et la capacité de chacun, quelle que soit la situation dans laquelle il est, de pouvoir se mettre en mouvement tout seul. Et donc on passe évidemment par cet outil magique qui est d'ailleurs l'école de formation, l'école qui va permettre à chacun d'être accompagné vers l'acquisition de compétences d'art du triage, qui est ce qu'on appelle la réunion de triage. Donc on va rentrer dans cette réunion de triage, on va en faire une vraie. Toujours on est basé sur l'expérimentation. Une vraie réunion de triage à partir de leur vraie tension. Et en même temps, on va pouvoir décoder, interagir pour qu'ils puissent saisir en profondeur la puissance de cet outil de l'art de triage. Je renvoie à la vidéo sur l'art de triage puisqu'on a déjà parlé de ça longuement. De la même manière qu'ils viennent de découvrir l'art du triage avec cette fabuleuse école de développement du leadership et du followership, on va leur faire découvrir et expérimenter la réunion de gouvernance, l'art de création de valeur qui permet à tout à chacun gouverner toutes les limites qu'ils pourraient rencontrer dans l'exercice de leur rôle pour créer davantage de valeur. Très souvent dans ce parcours, le questionnement, de par les questions, évidemment les gens veulent en savoir un peu plus sur cette notion de pouvoir constituant, puisqu'en fait on ajoute une nouvelle discipline en plus du management qu'on a défini, qu'on va définir pendant ce parcours. Eh bien il y a le management du management, cette notion de pouvoir constituant, avec des mécanismes de protection et de permission explicite qui sont donnés par la Constitution. Donc très souvent à cette étape-là, par vidéo, parce qu'évidemment ce que j'ai oublié de dire, c'est dans ce parcours, on ne fait pas tout en live, vous gagnez du temps.
On leur envoie beaucoup de vidéos théoriques en amont pour qu'ils puissent s'imprégner de l'ensemble des choses, de manière à réserver nos séances en mode synchrone sur l'expérimentation. Et donc dans ces vidéos, il y a notamment une vidéo sur tous les super pouvoirs qui sont donnés par la Constitution. Je vous renvoie également à d'autres vidéos qu'on a pu partager sur cette chaîne qui présentent l'ensemble des pouvoirs. On a une vidéo qui s'appelle les 7 super pouvoirs qui présente tous ces vidéos-là. Donc on creuse cette notion de pouvoir constituant, pas pour être exhaustif, mais pour qu'ils comprennent la puissance et l'intérêt d'une dimension supplémentaire, d'une macro dimension par rapport au management, qui est le management du management, ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Il sera temps ensuite de se projeter ou de les projeter dans l'espace. Ok, supposons que maintenant vous en savez suffisamment sur l'holacratie, supposons que vous adoptiez l'holacratie, ce serait quoi le voyage? Et donc un espace pour leur permettre de se projeter sur le voyage de l'adoption. Qu'est-ce que c'est que le voyage de l'adoption de l'holacratie? Quels sont les repères, quels sont les prérequis, quelles sont les étapes, les grandes étapes, quelles sont les conditions de réussite, comment est-ce qu'on peut mesurer la réussite, etc. etc. C'est aussi à ce moment-là qu'on va évoquer avec eux, voire avancer sur le sujet de la notion de statut d'associé, associé constitutionnel. C'est aussi là où on va creuser un peu plus en profondeur les limites de l'holacratie. Et puis c'est aussi là où on va un peu creuser davantage cette carte de la transformation profonde des organisations aussi territoires. Et pour boucler ce parcours, on va se réserver un espace sur l'appropriation de la raison d'être du changement, ce formidable bras de levier dont on a besoin pour avoir suffisamment d'énergie pour transformer l'entreprise dans la durée. À l'issue de ce parcours-là, on a déjà donc un processus de prise de décision pour aller plus loin, une espèce de go-no-go. On va utiliser très souvent le processus d'intégration, de prise de décision intégrative, tel que proposé par Holacracy, pour pouvoir avoir une discussion raisonnable et raisonnée sur la base d'arguments. Et donc on va poser à un moment donné la question à chacun, est-ce que tu vois une raison qui fait que si on adopte Holacracy, ça va causer du tort ou nous faire régresser? Et du coup on prendra tous ces arguments et enlèvera tous ces arguments. Et en général il y en a beaucoup, ce qui nous permet de les transformer en réserve ou les transformer en risque à gérer pour les étapes ultérieures. Voilà, juste pour vous donner le goût, je ne suis pas rentré en détail dans les différentes étapes, il y aurait beaucoup à dire sur chaque sujet. Je voulais juste vous expliquer que une des premières étapes clés, après avoir travaillé avec le dirigeant, la première étape clé, ça va être de mettre en mouvement le management sur un certain nombre d'aspects que j'ai brièvement décrits. On pourra retrouver un peu plus de contenu dans la tribune. Et puis, l'objectif vraiment, c'est de les embarquer. Les embarquer, on n'est pas dans une explication de texte sur ce que c'est que l'holacratie, on s'en fiche, mais pour qu'ils saisissent la puissance de l'outil par l'expérimentation, qu'on puisse lever toutes les objections qui sont normales, qu'ils pourraient avoir, toutes les réticences qu'ils pourraient avoir, tous les questionnements et le scepticisme qu'ils pourraient avoir, parce qu'à la fin de ce parcours, on voudrait que chaque manager soit convaincu ou ait envie de pratiquer ce nouveau management. Notre recommandation auprès de la direction, c'est toujours de dire qu'il faut que 100% des managers soient OK pour aller plus loin, sinon c'est pas la peine de poursuivre dans cette direction. Il est urgent de ralentir, de s'arrêter, de comprendre ce qui se passe. Et en général, lorsqu'on en est là, effectivement, tous les managers sont OK pour y aller, certains beaucoup plus enthousiastes que d'autres, mais personne n'a d'objection valable. En règle générale, dans toutes les interventions qu'on fait, si tout a été fait dans l'ordre, l'ensemble des managers est OK pour avancer dans cette direction, poursuivre cette direction, poursuivre vers une transformation qui vise ce nouveau management en conscience, c'est-à-dire pas de manière naïve, en sachant bien que évidemment il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi des inconvénients, il y a aussi une énergie importante à mettre en mouvement qu'ils auront eux-mêmes validé puisqu'ils c'était l'objet de la dernière session. Donc voilà rapidement cette notion de mise en mouvement du management.